Le problème, les problèmes aujourd'hui qu'on a en Afrique, c'est le fait que nous sommes dans un système de gestion politique qui n'est pas la nôtre. Et c'est ce qui crée tous ces problèmes-là. En Afrique, nous, on n'a pas la culture de la gestion de la cité par les armes. Et chez nous, c'est la pédagogie. Tout se fait par la pédagogie. Mais le système que nous employons ici, c'est un système qui est basé sur des rapports de force. Au point où ceux qui sont bien vus, c'est ceux qui ont les moyens en armement, ceux qui ont de la richesse, en un mot, ceux qui sont puissants. C'est ceux-là qui doivent gouverner. Or, quand on gouverne parce qu'on est puissant ou quand on gouverne parce qu'on est armé, on ne gouverne pas pour le peuple. On gouverne peut-être pour ses intérêts personnels ou pour un groupe pour lequel nous gouvernons. Concernant, par exemple, les djihadistes, nous disons des djihadistes ou terroristes, moi je préfère plutôt parler des terroristes parce que je ne suis pas très... C'est vrai que je ne suis pas très averti dans la religion musulmane, dans les pratiques de la religion musulmane, mais moi, je sais que ce qui nous revient souvent, c'est que le djihadisme, c'est en fait un combat religieux. Un groupe de musulmans qui estiment que la religion n'est pas pratiquée comme il le faut et qu'il y a trop de coloration culturelle arabe, c'est ceux-là qui pratiquent le djihadisme. Mais je ne pense pas que ce soit le cas en Afrique de l'Ouest, au Mali, au Burkina ou au Niger, et même par ricochet chez nous ici en Côte d'Ivoire. Et nous, ce qui nous revient, que nous entendons souvent, et qui nous revient des zones concernées, c'est que les terroristes, c'est plutôt une question de business. S'il y a des intérêts cachés qui arment des désœuvrés, ils leur donnent des armes qui sont souvent plus puissantes que les armes que nous avons dans nos pays ici. Et lorsqu'ils attaquent, il n'y a pas de répondant. Et pour faire face à cela, il faut recourir aux pays colonisateurs, ceux à qui on a acheté des armes qui ne répondent pas, il faut les appeler pour qu'eux, ils viennent avec des armes adaptées pour pouvoir nous défendre. Mais on ne va pas passer toute la vie comme ça à nous défendre. Nous avons combien d'années d'indépendance? Plus de 60 ans d'indépendance. Il faut qu'un jour, quand même, on puisse s'autodéfendre. Et c'est comme si on est pris au piège, selon en tout cas tout ce qu'on a comme information. Donc moi, je pense qu'il faut que ces groupes d'intérêt économiques qui emploient ces genres de personnes se ressaisissent pour comprendre que nous, Africains, nous avons aussi des droits de nous autodéterminer. Nous sommes comme eux. Et les personnes de peau blanche et les personnes de peau noire, nous sommes condamnés à vivre ensemble. Et s'il y a des choses chez nous ici, que certains qui sont au-delà de l'Afrique ont besoin, si certains ont besoin de ces choses, mais qui rentrent en contact avec les Africains et qui discutent en frères et pour obtenir ce qu'ils veulent, ou partager, obtenir quelque chose, on pourra peut-être leur donner une part de ce qu'ils veulent. Mais si on veut obtenir ces choses par la violence et en utilisant des terroristes, l'Afrique ne va jamais se ressaisir, disons, se développer. On va rester toujours à la traîne. Et je voudrais profiter de cela pour dire que les événements qui se passent en Afrique de l'Ouest, surtout dans ces secteurs, Burkina, Mali, Guinée, Niger, il y a des petites fumées qui s'élèvent, qui font croire que, bon, les Africains, ils sont maintenant, ils ne veulent plus voir les Blancs, ils ne veulent plus voir les Français, ils ne veulent plus voir... Bon, je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une question
d'anti-français ou quoi que ce soit. Mais la politique qui est pratiquée dans les pays occidentaux, qui est une politique basée sur les rapports de force, où on ne demande rien, on prend. C'est-à-dire, ce qui ne leur appartient pas, il faut venir prendre. Et par la force, c'est ça qui crée tout ce désordre. Et cela crée des ressentiments, effectivement, chez les générations actuelles en Afrique, qui disent non, que ça ne peut pas continuer comme ça. Donc c'est pour ça qu'il y a des éclats de voix. Mais sinon, comme je le disais tout à l'heure, les Occidentaux, peau blanche et nous sommes condamnés à vivre ensemble parce que nous sommes tous des humains. Et on a une histoire, on a toujours eu une histoire. Il y a des mariages intercommunautaires et tout ça. Donc les djihadistes, je ne crois pas trop. Je pense plutôt que, selon les informations qu'on a, c'est des groupes terroristes qui sont organisés à des fins économiques et pour venir prendre des choses par la force en Afrique de l'Ouest. C'est ça qui crée cette insécurité-là. Le président Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire, a dit à l'époque que les Occidentaux devaient comprendre que ce qui leur était infligé à l'époque, dans quelques années, ne pourrait plus, les générations à venir n'allaient pas accepter. Effectivement, il faut dire d'abord que les difficultés que nous avons aujourd'hui, ça va peut-être de mal en pire, c'est-à-dire la violence occidentale, ça va de mal en pire, parce qu'à l'époque, le petit avantage que les pères fondateurs ont eu, c'est que c'est vrai, il y avait cet instinct d'agression, d'arracher, de razzia et autres, tout ça. Mais comme il y avait, à un moment donné, il y avait, je ne sais pas, c'est la guerre froide. Donc le monde était divisé en deux. Donc les pays colonisateurs faisaient un peu attention. Non, si on les bouscule trop, ils vont changer de côté, etc. Mais lorsque le mur de Berlin est tombé et que le monde est devenu unipolaire, franchement dit, la politique agressive et hégémonique de l'Occident a pris de l'ampleur. Bon. Et évidemment, ça fait que les gens ne peuvent pas accepter parce que de plus en plus, nos enfants vont à l'école, ils vont dans les mêmes écoles que leurs enfants, ils lisent les mêmes documents, il y a les réseaux sociaux qui ont vulgarisé toutes les informations. Donc, il est très difficile aujourd'hui de faire avaler certaines choses qu'à l'époque, la majorité des États africains, disons des citoyens africains, ne comprenaient pas, ne savaient pas. Aujourd'hui, lorsqu'il y a une conférence qui se tient dans un bout du monde, quelque part aux États-Unis, en France et tout ça, mais tout ce qui se dit, ça sort sur les réseaux sociaux. Et puis, tout le monde sait ce qui a été dit. Quand c'est contre l'Afrique, c'est dit ouvertement et on le sait. Donc les gens se rebiffent. C'est tout à fait normal. Donc moi, je pense que, comme vous le dites, le président a dit, c'est pas faux. Mais ce qu'il faut, la solution qu'il faut à ça, c'est que nos partenaires occidentaux se ravisent et qu'ils ils changent leur façon de faire et qu'ils nous considèrent un peu comme eux-mêmes, s'ils le font ainsi, et qu'ils veulent discuter sur de nouvelles bases, je pense que les incompréhensions vont disparaître. Et ceux qui nous ont colonisés, en tout cas, ils ont une politique qui frise un peu la politique d'anéantissement, qui reconnaît à peine notre humanité. Ça fait que les gens sont révoltés, mais comme ils n'ont pas passé, comme eux, ils fonctionnent par la violence, et que eux, Africains, nous, Africains, on n'a pas les moyens en armes et tout ça pour nous défendre, on a toujours subi. Et lorsque les Africains constatent qu'il y a aussi des pays qui existent au monde, comme la France par exemple, et qui peuvent discuter autrement, c'est-à-dire venir voir un pays africain, et constatent que le pays africain a des ressources naturelles, dit tiens, oui, je suis venu, je vous dis bonjour, mais j'ai constaté que dans votre pays, il y a tel minerai, il y a telle richesse. Franchement, ça m'intéresse, je voudrais en avoir pour développer mon pays. Et ce pays-là qui a donné cette information s'assoit avec le pays propriétaire, pays qui regorge de cette richesse, et puis s'asseye pour discuter, pour dire, vous allez exploiter, nous, pays propriétaire, voilà, nous souhaiterons avoir cette part-là, et vous allez avoir cette autre part. Et au bout de la discussion, le pays qui est venu là,
en dehors de nos partenaires ordinaires, qui est arrivé, accepte les conditions de la discussion. Donc c'est une discussion horizontale. Mais vous comprenez que ce pays africain-là, désormais, aura tendance à se tourner vers le pays, la puissance, qui accepte de se rabaisser pour discuter avec lui, plutôt que d'être toujours subissant vis-à-vis de celui qui vient avec la force. C'est pour ça que les pays comme la Russie, comme la Chine, connaissent une percée en Afrique, même sur le plan culturel. Voyez-vous, il y a des situations que nous, Africains, on ne peut pas accepter, par exemple. Tout ce qui est lié à l'intimité de l'homme. Chez nous, en Afrique, la sexualité est à peine un tabou. Hein. Et on ne parle pas de sexualité devant les enfants. Les enfants ne vont pas s'asseoir parler de sexualité devant les personnes âgées, des grossièrités. Ça n'existe pas chez nous. C'est entouré de beaucoup de respect, vraiment beaucoup de respect. Et il y a des pratiques qui sont liées, par exemple, aux problèmes de santé. Quand je prends, par exemple, l'homosexualité, chez nous en Afrique, ceux qui pratiquent l'homosexualité, qui sont d'ailleurs très, très, très rares, l'Africain les considère comme des gens qui présentent une anormalité, une anormalité. À la limite, même si on ne cherche pas à les soigner. Mais aujourd'hui, il y a des puissances qui vont dire à un État africain, bon écoutez, si vous voulez, nous on vient prendre ce qu'on veut chez vous, ça c'est pas, vous n'avez rien à dire, mais en plus, si vous avez besoin d'un peu d'égard de notre part, il faut être homosexuel. Il faut que vous légalisez l'homosexualité chez vous. Mais c'est une aberration en Afrique. Ça c'est vraiment une grave aberration. Et nos parents occidentaux, principalement pas la France, qui sont là depuis des décennies, savent très bien que les Africains ne peuvent pas accepter ça. Alors, si aujourd'hui l'Africain voit un État arriver, une puissance arriver chez lui, qui dit, bon, écoutez, nous, on est venus vous dire bonjour, on est venu vous saluer, on veut rester avec vous pour travailler avec vous, mais bon, nous, on ne touche pas à vos cultures. Nous, on a nos cultures là-bas. On ne vient pas pour vous déformer, pour vous dire d'échanger tout chez vous ici. Vous restez tel que vous êtes. Bon, à la limite, quand on marche ensemble, si vous constatez des côtés positifs dans notre culture, vous pouvez prendre, et nous aussi. Mais en tout cas, on ne va pas venir vous forcer à adopter tel comportement sexuel ou quoi. Mais les États africains auront tendance à respecter plus, à donner plus de respect à ceux qui leur donnent du respect. Parce que le respect va à celui qui en donne. Et lorsque vous forcez les gens par les armes, vous ne pouvez jamais avoir du respect vis-à-vis de ces gens-là. Celui que vous avez formé, comme on le dit, on dit convaincre, ça vaut mieux que vaincre. Et une personne qui est convaincue est une personne vaincue. Mais une personne qui est vaincue est un adversaire de tous les jours. Il va chercher à se venger. Le problème, comme je l'ai dit, les Africains sont un peuple très paisible et pacifique. C'est pour ça, d'ailleurs, je vous ai dit à l'origine là que nous, on n'a toujours pas compris pourquoi il faut gérer les hommes avec des armes. Je donne un exemple. Vous voulez être chef d'un État, par exemple, et vous allez faire campagne. Vous n'allez pas dire aux populations que si ils votent pour vous, vous allez tirer sur eux. Vous leur dites, ben, moi je viens vers vous, je veux être président, ou bien je viens ici ou ça. Mais quand je serai élu, voilà, je vais faire telle chose pour vous. Je vais vous sortir de la pauvreté, etc., etc. Mais une fois que vous êtes élu, la population qui a voté pour vous met à votre disposition des moyens pour travailler, parmi lesquels les armes. Les armes, la population vous dit, non, ces armes-là, c'est pour protéger notre pays et c'est pour nous protéger nous-mêmes. Et puis vous retournez ces armes contre cette population. Bon, je ne sais pas quel est ce genre de politique. L'Africain ne peut pas comprendre ça. La France, qui est notre pays colonisateur, la France que les Africains aiment beaucoup, paradoxalement, mais les Africains aiment la France. Je pense que les Africains, les citoyens ordinaires français, se rendent compte
Vous avez vu que lorsque, je ne vous apprends rien, hein, quand les Africains et les Français arrivent en Afrique, mais on les accueille avec tellement d'enthousiasme, on est content de les voir, malgré le souvenir de la colonisation qui a été atroce. Mais l'Africain est très tolérant, bon, on les aime bien. Mais vous me demandez qu'est-ce que je pense de leur comportement vis-à-vis de leur colonie que nous sommes encore, c'est ça. Bon, moi, c'est ce que j'ai déjà dit, j'ai dit que le comportement de la France vis-à-vis de ses colonies, ça tout le monde le sait, que c'est pas... Tout n'est pas acceptable, parce que, bon, le paternalisme et tout ça, il faut mettre de côté. Il faut que nos parents français, nos frères français, comprennent que nous sommes, comme eux, nous sommes tous des citoyens du monde. Ils ont une forte personnalité qui a dit à l'époque que la France n'a pas d'amis, la France a ses intérêts. Bon, ces genres de propos ne sont pas des propos qui visent à rassembler le monde. C'est des propos qui ne peuvent pas rassembler le monde parce que si vous avez des rapports avec des États, mais les États là sont composés de citoyens, il y a des nations derrière ces États. Mais si vos rapports avec ces États ne sont que des rapports d'économie, d'intérêt, bon, alors donc, c'est sûr que des relations, vraiment des relations de chaleur, de rapprochement, on aura peut-être du mal à obtenir cela. Donc, ce que je pense, c'est que la France doit revoir sa façon de faire. Et quand on va dans un village qu'on ne connaît pas, quels que soient les moyens qu'on a, on cherche à comprendre l'anthropologie des gens qui sont sur place, comment et pourquoi ils se comportent comme ceci ou comme cela. Et on ne va pas chez eux pour aller les changer totalement. On va chez eux pour aller chercher à voir certaines choses qui se trouvent dans leur pays qu'on n'a pas chez soi, ou bien qu'on n'a pas suffisamment chez soi. Et quand on va aussi pour chercher ces choses, il faut se mettre dans les dispositions pour tisser des relations vraiment humaines, des relations fraternelles, et éviter de penser qu'il faut faire les choses par la violence. Et de plus en plus, les populations africaines augmentent. Les besoins augmentent aussi. Donc, les chefs d'État africains ont du travail à faire. C'est-à-dire, ils doivent se mettre à niveau. Mais si eux, ils n'ont des relations que pour des intérêts, qui n'ont pas d'amitié, ça veut dire que les rapports qu'ils ont avec nous sont des rapports mécaniques. Donc, ce qu'on a ici, ils doivent prendre tout, en tout cas jusqu'à prendre à satiété, sans tenir compte des intérêts de ceux qu'ils ont trouvés en place. Ça pose problème. Et par ricochet, les chefs d'État de ces pays-là, on a l'impression qu'ils n'ont pas les mains libres et qu'eux-mêmes, ils ont sur leur tête une épée de Damoclès, que tout leur est dicté de l'extérieur et que ce qu'ils font aux citoyens comme difficulté, en tant qu'un citoyen je suis toujours en contact avec la population, je suis en contact avec des cadres, j'ai une association de cadres, de nombreux cadres qui sont avec moi, et tout ça. Donc je sais comment les gens réfléchissent. Donc, bon, mon point de vue, c'est que, comme je l'ai dit au départ, l'Afrique
et la France doivent continuer, ils ont des intérêts, ils ont intérêt à vivre toujours ensemble. Mais si la France ne change pas sa façon de faire, bon, on ira toujours de violence en violence, mais les Africains, ceux qui auront un petit appel d'air, vont s'enfuir pour aller vers d'autres puissances. Les Occidentaux pensent qu'il faut toujours faire la guerre pour avoir leur pain. Or, la guerre, ça ne tue pas les morceaux de bois, c'est les hommes que ça tue. Et depuis la nuit des temps, toujours, il y a la guerre à gauche, à droite. Et selon les informations qu'on a, nous, on n'est pas avec eux. Mais les retours qu'on a, même avec les Occidentaux, même les Français, les Européens, ils parlent et on écoute. Que tout ça, c'est organisé, orchestré par eux. Ça, c'est eux qui le disent, ce n'est pas nous qui le disons. Et ils disent, et nous, on écoute. Alors, comment on peut vivre comme ça dans le monde? Rien que de guerre. C'est triste. Moi, je prends par exemple le cas de l'Ukraine dont vous venez de parler. L'Ukraine, c'est un pays qui était dans l'Union soviétique à l'époque, avant que l'Union soviétique éclate pour que, bon, il y ait ces micro-États qui ont été créés. Donc l'Ukraine faisait partie de la Russie et de l'Union soviétique. Et l'Ukraine est très proche de la Russie. Donc, ceux qui sont en Ukraine, beaucoup sont des Russes. Donc, normalement, si on doit parler d'appartenance de l'Ukraine à un État, mais on ne peut pas aller derrière, on ne peut pas travailler l'océan pour aller quelque part. C'est la Russie qui peut être considérée comme un État parenté à l'Ukraine. Mais s'il y a des problèmes qui se passent en Ukraine, s'il y a des palabres entre les Ukrainiens, parce que selon ce qu'on a dit depuis 14 ans, les pouvoirs ukrainiens étaient violents avec les ressortissants russes qui sont en Ukraine. Mais pendant tout ce temps, on n'a pas vu des gens pour aller régler ce problème. Pour dire non, bon, mais vous êtes en train de commettre un génocide, vous tuez une partie de votre population, c'est pas bon. Personne n'est intervenu. Bon, ça allait de mal en pire. Et puis, la Russie aussi se plaint de ce que l'OTAN a installé ses bases dans presque tous les pays qui sont autour de lui. Hein, pour qu'un jour on lui tombe dessus comme on tombe sur une souris. Donc, la Russie se sentait menacée. Comme on a dit tout à l'heure que nos parents occidentaux aiment beaucoup parler, ils aiment utiliser les armes. Donc, la Russie dit, mais tiens, eux qui sont loin là-bas, ils sont venus installer des bases partout autour de nous ici. Maintenant, ils veulent occuper l'Ukraine même. Et ils animent les palabres en Ukraine. Donc, demain, à partir de l'Ukraine, ils vont nous attaquer. Et c'est pour ça que la Russie va se mettre à créer une situation de guerre en allant attaquer en Ukraine. Je ne dis pas que la Russie a bien fait en allant le faire, mais la Russie peut-être l'a fait à raison, peut-être en se disant, bon, mais s'ils n'arrêtent pas ce qui se prépare en Ukraine, mais ils sont menacés. Bon. Donc, il faut dire que ce fonctionnement basé sur la violence est une calamité pour le monde. Il y a toujours des morts d'hommes. Toujours des morts d'hommes. Ce n'est pas une bonne chose. Tout le monde entier, et partout, il y a des pleurs depuis des années. Tel pays est attaqué. Quand ça finit, après, on attaque l'autre pays, etc. Franchement, bon, vous avez demandé mon avis. Bon, il y a toujours des voix plus autorisées qui ont toujours parlé de ça. Mais comme on avait demandé, je me prononce. Moi, je demande au monde d'arrêter, de mettre une pause dans leur façon de voir, c'est-à-dire un monde qui ne fonctionne que par la guerre, par la force, par la violence. Il faut qu'ils mettent une pause pour laisser un peu les populations se reposer, parce que lorsqu'il y a des affrontements armés, les victimes, c'est le petit peuple. C'est le peuple.
Et ceux qui déclenchent les guerres, ils ne mettent jamais leurs enfants au front pour aller porter les armes pour aller faire ces guerres. Ils organisent les guerres pour que les autres se tuent. Mais je lance en même temps un appel aussi aux armées du monde pour dire, mais écoutez, même si on dit que vous êtes militaire, on vous a donné des armes, vous n'êtes pas des automates. Quand on vous dit d'aller tuer des gens, il faut savoir que ce que vous allez tuer, si vous allez tuer un jeune, ça aurait pu être votre enfant, ça aurait pu être votre épouse, votre maman, votre papa, etc. Et le jour où les militaires vont comprendre que quand on les envoie pour commettre des actes de génocide, le jour où ils vont comprendre que ce n'est pas bon, je crois que les guerres vont diminuer dans le monde. Parlant de, comment on appelle ça, parlant du conflit israélien, c'est à peu près la même chose. Bon, Israël nous revient que les Juifs étaient sur la terre de Palestine avant. C'est ce qu'on apprend. Et suite à des persécutions, ils se sont dispersés dans le monde. Partout où ils sont allés aussi, la violence les a rattrapés là-bas. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale même, le pouvoir nazi a tué près de 6 millions de Juifs. C'était vraiment la catastrophe. Bon, l'ONU a décidé de ramener les Juifs, parce que depuis les années 1800 déjà, les Juifs même qui sont disséminés partout, qui n'avaient pas la paix, avaient commencé déjà, c'était en rentrée. Mais je crois que c'est après la Deuxième Guerre mondiale, les Nations Unies ont décidé de trouver un territoire juif en Palestine. Ils sont venus faire la répartition, ils sont venus faire donner un territoire aux Juifs, 55% du territoire palestinien. Mais après ça, bon, les Israéliens aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, eux qui ont été victimes partout de violences. Bon, ils sont arrivés en Palestine, c'est la même violence, ils ont commencé à exercer. Lorsqu'on a donné les 55% et que les Palestiniens ont commencé à se plaindre, ils n'ont pas accepté et ils se sont mis aussi à massacrer les Palestiniens. Et depuis lors, il n'y a jamais eu la paix dans cette zone-là. Aujourd'hui, le Hamas allait tuer des civils, allait tirer sur les édifices publics, détruire les biens privés et tout ça. C'est pas bon. Et en retour, Israël aussi, bon, qui ne se laisse pas compter dans ce genre de situation, est en train de faire fort en tuant plein de gens. Tout ça, vraiment, je trouve que c'est désolant pour nous les humains. Parce que quand même, Dieu nous a donné la faculté de réfléchir. Dieu nous a donné la faculté de réfléchir, nous permettant de faire la différence entre le bien et le mal. Et nous-mêmes, on choisit résolument de faire le mal résolument. De choisir de faire du mal, de faire couler le sang. Moi, j'appelle, ma petite voix appelle tous ceux qui sont à la base de ces atrocités, vraiment, de mettre un coup d'arrêt à leurs besoins. Parce que vraiment, c'est devenu grave. Plus on avance dans le temps, où on dit qu'on est appelé à être plus émancipé, plus la violence est meurtrière et injustifiable. J'appelle à la paix du monde. Je pense bien que la dernière question, vous avez déjà donné quelques réponses à cela. Votre proposition de solution pour la paix dans le monde, vous avez déjà beaucoup en parlé par rapport à ça. Donc vous terminez en même temps par un Bon, moi, ma proposition pour la paix dans le monde, les solutions pour avoir la paix dans le monde, tout le monde sait, mais c'est le manque de volonté, les gens ne veulent pas. Ils veulent pas. Bon, d'autres se nourrissent du sang des autres. Bon. Moi, ce que je demande simplement, c'est que l'homme
se souvienne qu'il est une créature de Dieu. La vie, personne ne peut donner la vie à son prochain. C'est Dieu seul qui donne la vie. Et lorsque Dieu a donné la vie à une personne, normalement, c'est Dieu qui devait être en droit de retirer cette vie. Dieu a fait les choses de sorte que tout se reconstitue. Et ceux qui tuent les gens aujourd'hui, ils n'ont qu'à se dire que si même ils ne tuent pas les gens, mais Dieu va toujours reconstituer sa nature. Personne n'est né pour rester éternellement. C'est fait à dessein. C'est pour reconstituer l'humanité. Donc, on n'a pas besoin d'utiliser des armes pour influencer le travail de Dieu. Je demande donc à tous ceux qui détiennent une parcelle de pouvoir dans le monde d'avoir du respect pour la vie humaine. Je demande à notre pays colonisateur qui est la France, que nous aimons. Nous demandons à la France de changer le prisme à travers lequel il nous voit, nous, Africains. Qu'il considère que la vie d'un Noir équivaut à celle d'un Blanc. Qu'il considère que le repas, le droit qu'un Européen a à avoir son repas quotidien, ce droit-là aussi, nous les Africains, on en a besoin. Qu'ils considèrent que les enfants africains, ce sont les frères et sœurs de leurs enfants en Europe. Et que tout ce qui provoque la guerre, c'est-à-dire la boulimie économique, l'envie excessive pour l'argent et le pouvoir, qu'on essaie d'humaniser tout ça pour que le monde connaisse la paix. Au point de vue sur la consolidation des relations entre les pays des BRICS, d'abord, les BRICS, c'est un groupement politico-économique. BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. C'était ça au départ. Mais de plus en plus, des gens viennent en monde, les États viennent avec force. Non, mais justement, bon, pour mon point de vue là-dessus, c'est que les BRICS, ils prennent de l'envergure parce que là aussi, nos parents occidentaux ont commis des erreurs. Qu'est-ce que j'appelle erreur? Il y a des problèmes en Ukraine. Les Occidentaux considèrent que la Russie ne devait pas intervenir en Ukraine. Mais j'ai dit tout à l'heure que c'est parce que personne ne réagissait que la Russie allait intervenir à sa façon. Et comme sanction, ils ont déployé plein de sanctions contre le président russe. Mais là où je parle d'erreur, c'est que si c'est vérifié, les ressources, les économies de la Russie qui sont logées dans les banques occidentales, en Amérique, en Europe, ont été, je ne sais pas si ont été gelées ou ils ont été... La Russie a été expropriée de cela. Bon, donc quand vous posez de tels actes, mais les autres pays du monde se disent, mais attends, moi, je vous ai confié mon argent à garder. J'ai des problèmes avec mon voisin, et parce que vous prenez position contre moi, parce que j'ai des problèmes avec mon voisin, l'argent que je vous ai confié à garder, là, je dis non, l'argent, je ne vous donne plus, moi, j'ai pris ça. Parce que ce que vous faites, ça ne me plaît pas, donc votre argent, je ne vous donne plus. Mais ça, c'est bon. Comment on peut expliquer ça? Bon, ça ressemble un peu, je ne vais pas utiliser le mot, que nos parents occidentaux m'excusent, mais ça ressemble un peu à un hold-up. Hein?
Alors, lorsqu'ils posaient de tels actes, tous les autres pays qui se sentent faibles à travers le monde et qui savent que la Russie et son groupe, ils ont créé le BRICS, et que de telles situations ne peuvent pas arriver au sein de ce groupe, mais ils vont chercher à aller se rattacher là-bas. Hein? Mais qui va aller mettre maintenant son argent en France et puis aux États-Unis? Si demain on doit mettre la main dessus parce qu'on n'est pas content de toi. Bon, vraiment, c'est un mélange de gens. Et c'est ce qui fait que beaucoup de pays maintenant se tournent vers la Russie. Hein? D'abord pour rechercher un soutien sécuritaire et pour chercher un soutien sur le plan militaire et économique. Sinon, bon, il y a quand même un bout que les BRICS ont été créés. Mais vous voyez, il y a un afflux. Et je me demande même si la crise armée qui se passe en Israël ne tire pas un peu sa source de ce côté-là. Ceux qui n'ont pas intérêt à ce que... Parce que là, les BRICS sont en train d'avaler presque tous les pays arabes, Arabie Saoudite, Iran, tout ça. Et ils étaient même en train de chercher à réconcilier tout le monde, Israël, les pays arabes, tout ça. Et puis subitement, on ne sait pas d'où l'eau est venue et ça venait casser la maison. Les palabres ont repris aussi en Ukraine, les choses, en Israël. Donc, quand vous me parlez, vous me dites que les pays de BRICS se consolident et tout ça, et que d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui arrivent, beaucoup d'États qui arrivent. Mais ça se justifie par ce genre de choses. Parce que, bon, ceux qui font amitié avec nos parents occidentaux, quand vous faites amitié avec eux, vous n'êtes pas en sécurité. On va vous menacer tout le temps. Si vous avez donné votre argent, on dit, bon, toi-même, l'autre jour, je t'ai dit de venir à telle heure, tu es venu en retard. Bon, désormais, tu n'as plus accès à l'argent que tu as chez nous ici. Bon, il y a ce genre de choses. Bon, c'est pour rigoler un peu. Mais je veux dire que, bon, les gens, de plus en plus, ne se sentent pas en sécurité dans les amitiés avec les pays occidentaux. Les rapports entre les Occidentaux et les autres pays du monde qui sont leurs amis, ces rapports ne sont pas toujours sains. Et j'ai pris l'exemple, par exemple, de la Russie, qui avait de l'argent en Occident, et selon ce qu'ils disent, cet argent a été bloqué parce que l'Occident s'est fâché avec la Russie. Et c'est une situation qui n'inspire pas confiance aux autres États qui n'ont pas les muscles que l'Occident a. Dans ces conditions-là, ils préfèrent changer d'amis. Je suis Baoulé, nous sommes du centre. Nous n'avons pas de forêt ici. Et nos parents, moi, mon père était planteur aussi, ils sont allés demander de la terre à nos parents de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Nos parents Bété, nos parents, en tout cas, en ce qui concerne mon père, ils étaient allés chez les Bété. Mais ils sont allés demander de la terre. Les parents qui sont là-bas ont donné la terre. Bon, et nos parents aussi ne sont pas allés avec des armes pour aller obliger les gens. Bon, donc nous, on a notre fonctionnement. Et vous me parlez de démocratie. Nous, en Afrique, on ne comprend pas très bien la démocratie occidentale. Parce que moi, je pense que la démocratie occidentale est une démocratie armée. Parce que nous, chez nous, dans notre tradition, on est très démocrate. Je vous donne un exemple. Le chef de village, c'est la tête de pont de l'administration dans le village. Lorsque une information arrive du pouvoir, le sous-préfet ou bien l'autorité qui est là convoque tous les chefs de village. Ils vont participer à la réunion. Ils recueillent les informations. Chacun rentre dans son village. Il va faire une réunion avec ses notables pour porter l'information à la connaissance de ses notables. Et chaque notable est obligé d'envoyer l'information dans les familles qui vont donner leur avis sur s'il y a un avis à donner. Chaque famille se réunit, donne son avis, les notables recueillent et viennent voir le chef du village et ils communiquent avec le chef du village. Ils traitent les informations regroupées et ils sortent la meilleure information qui sera la position du village. Je veux dire aussi que dans nos villages,
Nous, on ne fait pas d'élection. Mais il n'y a pas de palabres. Je prends le cas dans nos villages. Donc, je vous attends pas, ça vient qu'il y a une question qui vient. Est-ce que les pays africains devaient faire la politique occidentale pour ne pas marcher en royauté? Bon, alors, je vais finir et puis je vais répondre à cette question de royauté là. De toutes les façons, il y a des royaumes en Europe, hein, en Occident. L'Angleterre, il y a plein de royaumes. Donc je reviens là pour dire que quand je dis que leur système politique est un système violent et qui a peu de respect pour l'homme, pour la vie humaine. Je dis chez nous, en Afrique, il n'y a pas d'élection. Dans les villages, dans les communautés, mais il n'y a pas de guerre. Les guerres liées au pouvoir dans nos villages aujourd'hui, ce sont des guerres à coloration occidentale. Parce que les gens veulent se comporter comme les Blancs. Dans nos villages, la chefferie est tournante. Lorsque une famille a donné un chef, que ce chef vient à mourir ou à être démis parce qu'il ne se comporte pas bien et qu'il ne fait pas honneur au village. Il y a des critères pour être chef. Quand vous ne remplissez pas ces critères, on vous démet. Et il n'y a pas de palabre. Et si on doit changer de chef, la chefferie, c'est à la famille qui suit. Parce que c'est déjà organisé comme ça. Et quand la chefferie arrive à la famille suivante, on vient leur annoncer que bon, le chef qui est là n'est plus. C'est à votre tour de proposer un chef. Et c'est pour ça que les notables viennent vous voir. Cette famille va se réunir pour chercher un représentant de la famille pour être le chef. Et souvent, quand la famille constate qu'elle n'a pas quelqu'un de représentatif qui est vraiment sage et qui va faire honneur à la famille, mais cette famille la demande que la chefferie passe à une autre famille. Et parce que chez nous, être chef, ce n'est pas pour venir dominer, mais c'est pour montrer ce qu'on a comme éducation qui sort de sa famille, etc. On me dira, non, mais un chef de famille, un chef de quartier en Afrique, ça ne sert à rien, parce qu'il n'y a pas d'enjeu politique, d'enjeu économique. Mais justement, il ne doit pas avoir d'enjeu économique. Même si je suis chef de l'État, l'argent de l'État, l'argent du pays, ça ne m'appartient pas. On parle de quel enjeu économique? Il n'y a pas d'enjeu. Les ressources, si c'est les ressources du village, si c'est les ressources d'un pays, c'est pour tout le monde. Pourquoi est-ce que pour des enjeux, on doit utiliser les armes? Bon, voilà un peu comment nous, on fonctionne en Afrique. Et puis, l'Afrique, tout est amour. Hein? Les gens sont compassifs. Ils ne sont pas dans les animosités, tout ça, bon, ça a été créé après, parce que bon, le matériel, tout est nouveau, quoi, ici. Hein? Alors, comparativement à la démocratie dont vous parlez, à la démocratie occidentale, que nos parents occidentaux me pardonnent, ce n'est pas par manque de respect, mais je dis que leur démocratie est une démocratie armée. On ne peut pas parler de démocratie et en même temps utiliser la violence. Parce qu'à la base, la démocratie, là, on dit c'est le pouvoir du peuple. Mais quand vous utilisez les armes, c'est pour faire quoi? Le peuple vous a mis devant pour le conduire et vous utilisez les armes contre le peuple. Ça, c'est où est-ce qu'on parle de démocratie? Et puis même, je prends même en matière de démocratie, quand on parle par exemple des députés, pour ce que je sais, en France, chez nos parents proches, et comme chez nous, c'est ce qu'ils font chez nous qu'on applique chez nous ici. Les députés qui sont là, ils ne représentent pas le peuple. C'est mon avis. Parce que, bon, ils s'en vont faire campagne. Certains sont élus, d'autres sont élus, et chacun est élu à sa façon. Et puis, ils se retrouvent à l'Assemblée. Mais lorsque on doit voter des textes, les députés là, ne vont jamais consulter
leurs électeurs pour aller donner des avis là-bas. Parfois même, on apprend qu'on achète des voix. Mais ça, c'est... je ne sais pas comment il faut appeler ça, mais c'est une grosse aberration. Parce que si vous dites que vous êtes député, normalement, si on veut parler de démocratie, quand on dit que c'est le pouvoir du peuple, vous êtes élu député, monsieur le journaliste. Lorsque vous devez aller voter un projet de loi, normalement, vous devez recourir à votre population, aller leur donner le contenu de ce projet de loi, leur expliquer le contenu du projet de loi, et les populations vous donnent leur position. Et c'est cette position-là que vous prenez qui est votre position à vous en tant que député à l'Assemblée. Mais est-ce que ça se passe ici? Bon, donc les élections législatives, moi je dis ça ne sert à rien. Même les élections présidentielles en Afrique, ce sont des moments de décès massifs ou de tueries ou je ne sais quoi. Parce que chaque 5 ans, on organise des élections. Mais depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, les élections qu'on organise chaque 5 ans, chez certains c'est 7 ans, chez d'autres peut-être c'est 4 ans, je ne sais pas. Mais normalement, ces élections devaient conduire à améliorer la situation démocratique des différents pays qui font ces élections. Mais on va de mal en pire. C'est plutôt des guerres de tranchées. Donc, quand vous parlez de démocratie, je pense que les Occidentaux devaient pouvoir nous laisser nous organiser autrement pour diriger nos pays. Parce que même quand ils nous ont dit qu'il faut des lois, oui, il y a les lois, on met les lois, mais est-ce que les gens respectent les lois? Et puis, c'est les mêmes là-bas qui favorisent que les lois ne soient pas respectées, sous nos tropiques ici. Si vous êtes leur ami, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais si vous n'êtes pas leur ami, là, c'est compliqué. Vous avez parlé des coups d'État en Afrique de l'Ouest, j'ai oublié de donner mon avis là-dessus. Mais c'est la même chose. Si il y a un coup d'État, on va regarder de près, mais qui a fait le coup d'État? C'est lui-là. Qu'est-ce qu'il pense de nous? Est-ce qu'il est avec nous? Bon, s'il n'est pas avec nous, lui, il ne peut pas rester. Il faut qu'on le dégage. S'il est avec nous, OK. Ou bien alors, tel chef d'État, il est là, il a mis du temps. Bon, écoutez, lui, il a duré, on ne sait jamais, quelque chose peut arriver, donc il faut qu'on le remplace. Allez, toi, tu as fait l'armée avec nous ici, tout ça, c'est ton tour. On va faire un coup d'État, on va l'enlever, etc. Bon. Tous ces jeux-là, ça ne participe pas de la démocratie. Donc, il faut qu'on se dise la vérité, nous tous dans le monde, qu'on se regarde en face et qu'on se dise la vérité. Parce que ce que moi je constate, c'est que entre ce qu'on dit et ce qui se fait, c'est le jour et la nuit. Donc, il faut qu'on comprenne que nous tous, on a la capacité de compréhension et qu'on ne peut pas faire la politique avec la ruse parce que nul ne peut tromper quelqu'un. Voilà, et qu'il faut être plutôt vrai et poser les questions vraies. Vous arrivez dans un pays, vous avez besoin de telle chose, vous posez clairement votre problème. Et puis, celui qui est là, dans le respect, d'abord, vous posez le problème dans le respect. Et puis lui, il se charge de consulter ceux qui sont derrière lui. Et puis bon, il décide, il dit, bon, écoutez, vous m'avez demandé tant, mais j'ai consulté ma population, j'ai consulté mes collaborateurs. Bon, ce qui est faisable, c'est ça. Je dis, OK, bon, si c'est ce qui est faisable, c'est tant mieux. On va faire comme ça, on va marcher ensemble. Si on fait ça désormais, je pense que, bon, il y aura moins de violence et il y aura moins de souffrance sur la terre. Merci.